18h54, bienvenue dans votre édition Languedoc-Roussillon. La pêche au thon vers un plan de sortie de flotte pour certains bateaux. Un plan lancé par le ministre de la Pêche, assorti d'aide à la reconversion. Il s'agit de réduire la puissance de pêche. Procès de vignerons casseurs qui avaient vandalisé un radar. Un jugement clément prononcé aujourd'hui à Béziers. Des peines mais en sursis et pas d'interdiction d'exercer des activités représentatives de la profession. Et puis la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, c'est la fin de la série de 12 débats publics qui ont présenté les différents tracés. Nous verrons ce qui est ressorti de ces réunions avec Claude Bernet, président de la commission en charge des débats. Comment donc faire respecter les quotas de pêche au thon rouge tout en garantissant un revenu suffisant aux pêcheurs? Eh bien, l'ex-ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Michel Barnier, aujourd'hui parti comme député européen, a mis en route avant son départ un plan de sortie de flotte. Comprenez qu'il va être proposé à certains bateaux d'arrêter de pêcher et de se reconvertir. Stéphane Ratinou. Un arrêté du même type avait été édicté l'an passé avec peu de succès à la clé. Sur la façade méditerranéenne, un tonnier de Port-Vendre immatriculé à Marseille l'avait accepté, ce fut le seul. Ainsi, le journal officiel en date d'hier reconduit un arrêté incitant les armateurs à s'engager dans cette sortie de flotte. Toutefois, les annexes de l'arrêté n'ont pas été publiées. C'est à partir des critères qui y seront présentés que le calcul des indemnités se fera. Renseignements pris auprès des administrations, ces annexes pourraient être connues dès la semaine prochaine. Le but d'un tel arrêté est clair, il s'agit de réduire le nombre de navires pêchant le thon rouge. D'ailleurs, ce sont les bateaux en état et avec un permis de pêche qui sont visés par le texte. Un texte qui ne laisse pas indifférent le syndicat FO des marins pêcheurs de Méditerranée. Dans un courrier adressé au nouveau ministre Bruno Le Maire, le syndicat souligne qu'un tel plan laissera sur le quai des dizaines, voire des centaines de pêcheurs salariés. Bref, un débat qui n'en finit pas de débuter. Politique avec la dernière ligne droite pour les trois listes en lice pour le deuxième tour des élections municipales de Perpignan. Ce sera dimanche. Je vous rappelle que le maire sortant, le sénateur UMP Jean-Paul Alduy, est arrivé en tête devant la socialiste Jacqueline Amiel-Donat et le dissident PS, aujourd'hui d'hiver gauche Jean Codoniès. Trois têtes de liste qui l'ont joué différemment hier soir entre jazzy et ténor en soutien, à commencer par Bertrand Delanoë, le maire de Paris. Regardez. La popularité du maire de Paris déborde largement de la capitale. Il a pu s'en rendre compte en déambulant dans les rues de Perpignan. Ce qu'il a réussi en 8 ans à Paris inspire Jacqueline Amiel-Donat et son équipe. Une visite conclue par un discours qui a regonflé le moral des troupes. L'objectif affirmé par Bertrand Delanoë est de rassembler le plus largement à gauche. Comment peut-on être vert, écologiste ou autre chose à gauche et ne pas vouloir l'alternance dimanche prochain à Perpignan? C'est impossible. Ce serait le comble de l'égoïsme, alors que les citoyens électeurs soient moins égoïstes que quelques personnalités qui pensent qu'à eux. Il n'y a qu'une seule alternative, et pas deux, une. C'est le vote pour la liste de Jacqueline Amiel-Donat. Autre visiteur de marque a foulé les pavés perpignanais, Xavier Bertrand, venu montrer à Jean-Paul Alduy que l'UMP a fait une croix sur la fraude à la chaussette. L'objectif désormais, c'est le plus large score au deuxième tour. Avec un défi, passer la barre des 50% pour montrer les choses très clairement. C'est que pour gagner, il faut faire l'unité. En face, ils sont divisés. En face, ils s'aiment pas. En face, ils s'entendent pas. Donc on voit bien comme ils s'entendent pas. Ils ne pourraient pas la gérer cette ville. Pour gérer cette ville, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir de la solidité. Et il y en a fallu de la solidité, puis il faut voir aussi la passion de Perpignan. Et il n'y a personne qui l'a autant que lui. Dans la foulée, le grand patron de l'UMP a fait une entrée en musique dans la salle des Libertés pour animer un meeting mené tambour battant. Cadence plus jazzy le soir pour l'entourage de Jean Codoniès. Pas besoin du soutien d'une grande pointure nationale. Les militants d'hiver gauche, Modem et Vert ont passé une soirée conviviale entre eux, bien loin des scores en baisse promis par les sondages. Ici aussi, on parle d'union, mais pour une troisième voie. Avec les Verts, avec le Modem, avec les socialistes, avec le monde associatif. Et ce rassemblement, il est là pour une alternance. Et cette alternance, vous le verrez, les abstentionnistes vont venir voter. Ils en ont marre des deux clans, ils en ont assez de clans. Ils sont dégoûtés par ce qui se passe, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils lisent, par ce qu'ils regardent. Et vous verrez que dimanche, ils vont nous dire oui, ils vont dire oui à l'espoir et ils vont ouvrir une grande fenêtre sur Perpignan. Ce soir, la campagne s'achève, la vérité sortira des urnes dimanche soir et ce sont les électeurs qui mèneront la danse. C'est un reportage d'Olivier Montariol et d'Alain Sabatier.
Une décision très attendue dans le milieu viticole. Le jugement du tribunal correctionnel de Béziers à l'encontre de deux viticulteurs casseurs. En avril 2007, ils avaient détruit à la masse un radar. Ils risquaient des peines de prison, mais aussi une interdiction d'exercer des responsabilités représentatives dans la profession. C'est d'une certaine clémence qu'ont fait preuve les juges ce matin. Stéphane Ratineau et Cédric Météron. C'est un jugement clément qui a été rendu ce matin par le tribunal correctionnel de Béziers au regard des réquisitions du procureur de la République. 6 mois avec sursis pour Martial Bory, 2 mois également assortis du sursis pour Vincent Roperche. De plus, l'interdiction d'exercer un mandat social n'a pas été retenue par le tribunal. C'est un jugement qui n'a pas suivi les excès qui étaient ceux du parquet, qui demandait non pas une condamnation par rapport à un acte qui est reconnu, mais qui demandait simplement que la profession et que les viticulteurs soient privés de l'ordre de leurs représentants. Donc c'est une décision qui est adaptée. Cette affaire était arrivée devant le tribunal suite à un flagrant délit réalisé par la police au mois d'avril 2007. Un commando du CAV était surpris vandalisant un radar automatique à Agde. La défense avait plaidé en arguant une action liée à la détresse de la profession viticole, confrontée à une crise structurelle économique. Un jugement donc d'apaisement. L'économique a été privilégié par rapport au pénal quand même. Donc c'est bien, maintenant il faut qu'on réorganise très rapidement notre paysage viticole. Il faut qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on avance parce que le salon des vins de Bordeaux a montré que si on ne jouait pas tous de la main dans la main, si on n'était pas unis, la viticulture méridionale allait s'éteindre très rapidement. Toutefois, le jugement sera seulement définitif si le parquet de Béziers décide de ne pas interjeter appel de la décision. Le bac écrit, c'est terminé. Pour les bacheliers, ils sont maintenant en attente des fameuses notes et de l'oral. Au travail maintenant, les enseignants correcteurs chargés justement d'estimer la valeur en notes des copies. Et cela ne se fait pas n'importe comment. Pascaline Ariza et Benoît de Tuny. Quand on est professeur correcteur, la journée commence dès 9h par une réunion d'harmonisation. Anne Clément, prof d'histoire géo, y participe comme la quarantaine de ses homologues de l'académie. Cette commission a pour but d'établir une harmonisation dans l'évaluation des copies, ceci dans un souci d'équité. Quelques heures plus tard, nous la retrouvons dans un autre centre d'examen. C'est ici que l'on va lui remettre les copies à corriger. 52 cette année, première vérification. Nous vérifions que les copies qu'on nous a données correspondent bien aux numéros de candidats qui sont portés sur les bordereaux. Et le compte à rebours va débuter. Elle aura 5 jours inclus pour les corriger, pas plus. C'est à son domicile que commence pour elle le travail solitaire de la correction. Il y a un peu de gravité dans d'abord l'évaluation, puis la notation, on en est tout à fait conscient. Avec ces réunions d'harmonisation, nous avons la possibilité d'échanger avec des collègues, donc ça c'est assez rassurant. Avec quelques consignes quand même, mais pas de barème pour autant pour les profs d'histoire géo. Ce que nous attendons, c'est que les candidats nous montrent bien sûr qu'ils ont des connaissances, mais qu'ils sont capables de réfléchir à un sujet, de donner du sens à justement leurs connaissances, qu'ils sont capables de les replacer dans une problématique, qu'ils sont capables d'argumenter, qu'ils sont capables de répondre à une question grâce à un raisonnement. Chaque note sera portée d'abord au crayon à papier, chaque copie relue en diagonale avant d'y apposer la note finale. Précisons que les professeurs doivent aussi rendre des comptes. Il faut essayer quand même de se rapprocher de la moyenne. C'est vrai qu'on a quand même un petit peu, il faut y penser. On a un petit peu on est en liberté, mais en liberté un peu surveillée. Le jour des délibérations aux côtés des autres professeurs est prévu le 6 juillet. Chaque enseignant reçoit 5 € par copie. Et si l'on avait découvert le secret de l'éternelle jeunesse, ou tout au moins d'une jeunesse plus longue, des chercheurs du laboratoire Arago de Bagnoul-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales ont découvert que la mélatonine, c'est une neurohormone, permettait de vieillir moins vite, en tout cas pour la musaraigne. Reste à voir pour l'homme. Philippe Glatz et Joanne Lopez. 4 années de recherche de la conception à sa publication ces jours-ci ont permis d'établir de manière incontestable l'effet sur la musaraigne de la mélatonine. Cette musaraigne, elle sort beaucoup la nuit, elle sort peu le jour lorsqu'elle est jeune, et plus elle avance en âge, et plus le nombre de sorties la nuit diminue pour disparaître finalement totalement. Sauf que, en présence de mélatonine, cet animal va garder son rythme d'entrée et de sortie nocturne, diurne, tout au long de sa vie.
Cette molécule naturelle, produite toujours la nuit chez l'homme comme chez la musaraigne ou tout autre animal, correspond aux aiguilles de notre horloge biologique. Elle donne l'heure aux organismes. Qui plus est, elle a des propriétés antioxydantes. En ralentissant les mécanismes oxydatifs, en particulier chez cet animal, par exemple, chez qui ces mécanismes sont extrêmement actifs, eh bien, on ralentit la dégénérescence neuronale. Et de ce fait, on maintient une structure nerveuse qui contrôle les rythmes beaucoup plus active plus longtemps, puisqu'elle est en bonne santé plus longtemps. On imagine ainsi toutes les applications que pourrait avoir cette molécule sur l'homme. Rester jeune plus longtemps et non vivre plus vieux, soigner les pathologies dégénératrices telles que l'Alzheimer, c'est à cela que la science va s'efforcer de répondre. Mais aujourd'hui, le principal problème n'est pas la recherche scientifique, mais la recherche de moyens pour la poursuivre. Il est 19h05, à suivre dans la deuxième partie du journal, botanique du vert sur la toile avec un site mis en place par des botanistes de la région. Ligue mondiale de volleyball du bleu au filet avec le match France-Corée ce soir, c'est à Montpellier. Et puis à Saint-Guilhem-du-Désert, la couleur du temps avec un musée qui ouvre au cœur du cloître restauré. Mais d'abord, nous allons revenir sur une série de débats publics, 12 exactement, qui se sont tenus depuis quelques mois entre Montpellier et Perpignan et l'ensemble de la région autour d'un projet important, structurel, celui de la ligne grande vitesse entre les deux agglomérations. La dernière de ces réunions publiques a eu lieu hier soir à Montpellier. Nous allons en parler et en dresser le bilan avec vous, Claude Bernet. Bonjour. Bonsoir, vous êtes le président de cette commission. Mais d'abord, le compte-rendu de la réunion d'hier soir et des autres réunions avec Sandrine Navas et Sylvie Bonnet. La ligne ferroviaire nouvelle Montpellier-Perpignan est un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire. Le débat, en salle ou sur Internet, 3 mois durant, a donc trouvé un large public. Aujourd'hui, on peut dire que la participation a été intéressante puisqu'il y a 3500 participants au travers de toutes les réunions qui ont eu lieu. Nous avons de l'ordre de 1900 questions posées sur le site Internet. De plus, 75 institutions ou associations ont donné leur position dans ces cahiers à la disposition du public. Il ressort de toute cette matière une idée majeure. C'est que le projet suscite plus d'impatience que d'opposition. Autre idée phare issue des débats, la préférence du public pour une nouvelle ligne mixte ouverte à la fois au transport de marchandises et de voyageurs, l'effet Grenelle de l'environnement. D'où cette intervention du directeur régional de l'équipement. L'État ne pourra pas ne pas entendre le message très fort en faveur du fret. Je crois que c'est, après ces séances, une surprise qu'il a été si fortement souligné. Pour une nouvelle ligne mixte fret voyageurs, 2 options possibles. Le Conseil régional défend la plus rapide à 300 km/h, c'est aussi la plus coûteuse. Les écologistes des Verts et de Cap 21 optent pour moins de vitesse et plus de respect de l'environnement. L'impact paysager du scénario 220 km/h pour les voyageurs, 120 km/h pour le fret sera beaucoup moindre. Ça permettra des rayons de courbure plus serrés, d'éviter des zones naturelles à protéger, des vignobles sur le plan viticole, etc. Le scénario qui privilégie la très grande vitesse et le seul trafic voyageur conserve un allié de poids, la SNCF. Et je voudrais rappeler quand même que c'est la SNCF qui fait rouler les trains et que son avis quand même me paraît très important. Dans le public, hier soir au quorum, peu d'interventions en revanche de riverains ou de particuliers. Je trouve que le débat public était assez intéressant, même si je trouve que les jeunes participent pas assez au débat public. C'est assez dommage, puisque finalement c'est eux qui vont profiter de l'infrastructure et qui vont devoir la payer. La commission a 2 mois pour dresser un compte-rendu neutre et objectif du débat public. Il sera remis en septembre au maître d'ouvrage, Réseau Ferré de France. Claude Bernet, ce qui ressort d'abord de ce reportage et de ces 12 réunions, c'est qu'il y a eu pour la première fois, on donnait la possibilité aux gens de s'exprimer sur un grand projet structurel et les gens ont suivi. Oui, il y a eu beaucoup de monde, on l'a dit, en dehors même des réunions publiques qui ont rassemblé 3500 personnes. On a eu 2600 questions et avis sur l'internet. C'est-à-dire que, et c'est pas toujours les mêmes personnes qui utilisent les 2 modes de participation. Il y a eu du monde et c'est important parce que ça légitime un petit peu ce débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a été dit par beaucoup de gens et c'est tout de même très important dans ce qui va s'ouvrir plus tard, qui va être le moment de la décision.
Alors, vous ne prenez pas la décision, vous faites le compte-rendu simplement de ces 12 débats. Ce qui ressort d'abord, une majorité, c'est apparemment une ligne mixte, voyageurs, fret, aussi bien des écologistes que des politiques. Oui, je dirais que d'ailleurs tout au long du débat, la mixité s'est de plus en plus imposée. Alors qu'est-ce que c'est que la mixité? C'est l'idée qu'il faille traiter également la grande vitesse voyageur et le transport du fret. C'est une prise de conscience environnementale, comme Sandrine Navas le laisse supposer dans son... Très largement, parce que elle s'appuie notamment sur l'idée du report modal. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que si cette affaire a été relancée par l'État, c'est dans le cadre du Grenelle de l'environnement, qui, comme vous savez, a décidé de développer les transports, ferroviaires qui sont moins émetteurs de CO2 que les transports par camion et les transports par avion. Avec une réticence, on l'a vu dans le reportage aussi, la SNCF qui, elle, préférerait rester sur du voyageur. Comment elle justifie cela? Alors, si vous voulez, la SNCF est favorable à l'idée de séparer les trafics voyageurs et les trafics fret. Pourquoi? Parce qu'elle estime que techniquement, c'est difficile à gérer. Alors, Réseau Ferré de France, l'établissement public chargé de la maîtrise d'ouvrage des équipements ferroviaires, lui répond que ça existe déjà, par exemple sur Poitiers-Bordeaux, ça existe aussi en Allemagne. Mais peut-être moins rapide. Moins rapide, c'est-à-dire, justement, c'est qui correspond à ce que nous appelons le scénario 2, que vous avez indiqué, c'est-à-dire 220 km à l'heure. Concrètement, vous rendez votre rapport début septembre et après l'échéancier? Alors, après l'échéancier, c'est que le maître d'ouvrage, Réseau Ferré de France, a 3 mois pour dire ce qu'il en tire. Et en réalité, il ne fera pas ça tout seul, parce que il n'échappe à personne que le financement d'un projet qui coûte au bas mot 4 milliards d'euros est un financement qui impliquera très fortement l'État, les collectivités territoriales. Et donc, Normalement, c'est prévu pour quand les premiers trains, 2020? C'est 2020, absolument. Juste un petit mot, mais de manière très rapide. Il y a une polémique, c'est sur les gares en fait. Est-ce qu'il faut construire des gares en dehors des villes ou les garder, c'est ça? Quelle est la solution écologique et la meilleure? Si vous voulez, il y a actuellement, il y a vraiment 2 écoles et je dirais une troisième. Alors, il y a une école qui dit il faut s'en tenir vraiment aux gares centrales. Il faut résister, il faut s'en tenir aux gares centrales. Il y a celle qui dit bon, on sait bien qu'on va devoir y passer et donc faisons-le de la façon la mieux du point de vue de l'urbanisme. Et pour l'instant, il n'y a pas de majorité. Et puis il y a une troisième de gens qui disent écoutez, faites ce que vous voulez, mais de grâce, faites en sorte que ce soit des gares accessibles par les transports en commun, donc avec une interconnexion sur les réseaux existants et également avec des parkings. Claude Merdet, merci. Bonsoir. Il y a vraiment tout près sur Internet et l'on peut communiquer avec les passionnés du monde entier. Eh bien, des botanistes montpelliérains l'ont bien compris. Ils ont créé un site PlanteNet, véritable encyclopédie numérique et puis de science. Florent Hartmann et Nicolas Chataille. Une révolution numérique va bouleverser la botanique. L'idée a germé dans la tête de ce chercheur. PlanteNet a pris racine dans son laboratoire du CIRAD à Montpellier. Plus qu'un site internet, il s'agit d'un véritable portail permettant d'accéder et d'échanger des connaissances sur le monde végétal. Un projet ambitieux qui s'élève à environ 9 millions d'euros et qui va mobiliser 70 scientifiques de différents organismes. La principale innovation du botaniste, c'est de créer une passerelle entre des mondes qui s'ignorent généralement. Le fait qu'il s'agisse d'un projet qui mêle à la fois des scientifiques, le grand public et des professionnels va nous permettre d'aborder des questions qui seraient impossibles à résoudre si on essayait de les résoudre tout seul dans notre coin, quoi. Il y a une urgence à partager ces informations. C'est dans ces 10 ans-là qu'il faut réagir et qu'il faut trouver des solutions à certains problèmes. Donc on ne trouvera pas forcément de solution, mais on mettra en lien les diverses personnes qui potentiellement détiennent toute une petite partie de la solution. L'urgence, liée notamment au réchauffement climatique, c'est par exemple la menace des plantes envahissantes dans les rizières. Spécialiste des mauvaises herbes, Thomas Le Bourgeois est associé au projet PlanteNet afin de lutter contre ce phénomène. Chaque année, l'invasion réduit d'un quart la production de riz, principale ressource d'alimentation dans le monde. On va pouvoir développer une plateforme d'information sur les espèces avec justement des espèces qui posent des problèmes aux agriculteurs camarguais, mais en même temps aux agriculteurs du Venezuela ou des Philippines. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire échanger cette communauté d'intérêt sur le désherbage des rizières par les expériences et les connaissances des uns et des autres. PlanteNet va développer de nouveaux outils informatiques afin d'identifier les plantes.
Le genre d'informations que les botanistes amateurs sont de plus en plus nombreux à rechercher sur Internet. Un réseau s'est même créé, regroupant plus de 10 000 amoureux des plantes. Devenue la référence grand public dans ce domaine, l'association Tela Botanica collabore au projet. On a acquis une expérience en fait pour mettre en réseau les gens, les faire travailler collaborativement via des outils web. Par exemple, si on prend les plantes invasives, on pourrait interpeller à un moment parce que les chercheurs ont besoin de données sur certaines plantes et demander au public de dire attention, si vous voyez par exemple cette espèce-là en la décrivant, dites-le nous parce qu'on a besoin de savoir à quelle date elle va peut-être fleurir ou à quelle date il se passe un processus particulier. Avant de transformer le réseau d'amateurs en observateurs sentinelles, PlanteNet doit encore embaucher des chercheurs dans plusieurs disciplines. Lancé officiellement à la rentrée, le site sera complètement opérationnel d'ici 4 ans. Ce soir à Montpellier, au Palais des Sports Pierre de Coubertin, l'équipe de France de volleyball affronte la Corée du Sud, rencontre qui compte pour la Ligue mondiale. Et parmi les Bleus, un revenant en terre montpelliéraine, Antonin Rousier, portrait signé Denis Claire, François Jobard. C'est une pointure de l'équipe de France qui revient à Montpellier par la grande porte. Antonin Rousier, 22 ans, 2,01 m. Ce garçon bourré de talent avait quitté le MUC la saison dernière dans des conditions rocambolesques. Pour une histoire d'amour, il avait rompu son contrat direction un petit club belge. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses, des choses fausses parfois qui ont été dites. Donc voilà, ça a été... Il y a eu des raisons pour ce départ et que je ne citerai pas, mais voilà, qui sont personnelles. Donc voilà, si j'avais pu rester 2 ans à Montpellier, je serais resté 2 ans, sauf qu'il y a eu des complications personnelles. Voilà. La parenthèse en Belgique a été désastreuse, au moins côté sportif. Antonin Rousier, 2 fois opéré à la cheville, n'a quasiment pas joué de la saison. Voici 3 semaines, le pointu a retrouvé l'équipe de France hors de conditions. Il reste le choix numéro 1 à ce poste primordial dans le volleyball. Et on compte sur lui évidemment ce soir contre les Coréens. C'est vrai qu'il était dans une forme assez catastrophique. Il n'a pratiquement pas joué de la saison ou très peu. Il a fallu, on n'est même pas toujours pas arrivé au bout, mais c'est vrai qu'il a fallu reconstruire un petit peu déjà un physique. Et puis on est encore en train de travailler dessus. Et puis sur l'aspect aussi mental, arriver à lui donner ce qu'il faut pour jouer à très haut niveau. On fera du service recette pour prendre aussi un petit peu les repères dans la salle. Dans ce palais des sports Pierre de Coubertin, qu'Antonin connaît parfaitement, il ne faudra pas trop en attendre. Il est dans une phase de reconstruction, de rédemption. Rousier vient de signer 2 ans à Poitiers où il compte relancer sa carrière pour ne pas rester l'éternel espoir. Ça commence à ressembler à du volleyball international, mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour être au top niveau. Lors des 2 derniers matchs contre l'Argentine, Antonin est redevenu le meilleur marqueur français au niveau des stats, mais loin encore de ses performances du temps de Montpellier. Ce sera en tout cas cocasse de le revoir se matcher ce soir sur ce parquet face à la Corée. Le Gros du Roi accueille aujourd'hui la Coupe de France de wakeboard pour sportifs handicapés, une compétition qui va se prolonger demain par une journée de sensibilisation au sport nautique pour les pratiquants handisport. Reportage de Daniel de Barros et Eric Mangani. Aujourd'hui, c'est une première, la première Coupe de France de ski nautique handisport. Et au programme, il y a du talent, comme celui de la Sétoise Delphine Le Sauce, double championne du monde de slalom. Dans le groupe, il y a aussi des néophytes. Originaire de Beauvoisin, Olivier va découvrir les joies du slalom et il y a de l'appréhension dans l'air. Un peu court on va dire. Non ben ouais, j'ai pas l'habitude. Première vague ça m'a éjecté complètement. J'ai planté avant, j'ai éjecté. Je pense qu'il faut se mettre un peu en arrière. On va voir, on va refaire un essai mais bon c'est pas gagné. Dans la foulée de cette compétition, l'association Planète Handisport organise samedi une journée portes ouvertes pour faire découvrir le wakeboard et le ski nautique aux handicapés. C'est plus simple que le ski alpin pour se faire une idée, c'est un sport de glisse mais c'est très ludique et il faut pas hésiter
à découvrir ce sport pour à peu près tous les types de handicap, paraplégiques, même les tétraplégiques. On a des systèmes pour à peu près toutes les pathologies. Il faut essayer, c'est tout simplement génial, quoi. On est sur l'eau, on glisse et on oublie quand même pas mal son handicap quand on est sur l'eau, même si au début les débuts sont c'est comme tous les débuts, quoi, hein. On se loupe, on repart, on redémarre, mais après une fois que ça marche, c'est super. Et au final, c'est super aussi pour les spectateurs. Saint-Guilhem-le-Désert était déjà le site le plus fréquenté de l'Hérault, ne serait-ce que parce qu'il est l'une des étapes les plus riches sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh bien, il risque de l'être encore plus avec l'ouverture ce week-end d'un musée autour de son histoire et de son cloître. Caroline Agulot et François Joubard. L'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert fut fondée par un cousin de Charlemagne en 804. Au Moyen-Âge, c'est l'une des plus grandes du monde occidental. Mais jusqu'à présent, aucun musée ne retraçait l'histoire de cette splendeur. Bon, ben là, nous sommes dans le cloître de Saint-Guilhem-le-Désert où le visiteur était assez déconcerté parce que bon, il n'y avait rien pour expliquer les choses. Et là, donc, on rentre dans la galerie et tout doucement, on va pouvoir pénétrer après dans le musée de l'abbaye où on va tout savoir sur le cloître, on va tout découvrir. Pour créer ce musée en lieu et place de l'ancien réfectoire des moines, il a d'abord fallu rassembler les pièces dispersées à la fin du XVIIIe siècle, comme le sarcophage de Saint-Guilhem, et reconstituer les arcades du cloître. Ça, c'est le travail minutieux des restaurateurs-sculpteurs. L'idée, c'était quand même de suggérer ce qu'était le cloître à l'origine, puisqu'on avait suffisamment d'éléments pour remonter 5 arcatures originales, de les représenter, et ça permet aux gens de comprendre, en fait, dans le cloître, comment les arcatures s'agençaient au niveau de l'architecture. Alors effectivement, la difficulté là propre, c'est qu'on n'avait pas tous les éléments. Si on avait les arcatures, on n'avait pas assez de colonnes pour reposer les arcatures, donc il a fallu en retailler. Donc il y a eu un travail en même temps de restauration des éléments originaux et de restitution d'éléments nouveaux. Les gens viennent à Saint-Guilhem pour visiter, pour faire de la randonnée et autres, mais on oublie quand même que c'était une des plus grandes abbayes du Moyen-Âge et une des plus belles aussi, avec un décor sculpté magnifique, avec des peintures murales. Tout ça a disparu et donc on essaie, à petite échelle, de montrer au public un peu à quoi pouvait ressembler un monument du Moyen-Âge. La visite vous conduira de l'église abbatiale au cloître de l'abbaye. Vous plongerez dans l'histoire mouvementée de ce joyau de l'art roman, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. France 3 primé pour l'un de ses reportages, France 3 Sud. Le prix du club de la presse Languedoc-Roussillon a été attribué en catégorie télévision en reportage d'Isabelle Brice et de Juliette Meurc. Reportage sur la scolarisation via visioconférence du petit Charles, 10 ans, hospitalisé pour une maladie génétique rare. Montage signé Sandrine Bonnefond. Et puis avant de nous quitter, sachez qu'à compter de demain, France 3 passe en grille d'été et en nouveau format 16/9, haute définition. Jusqu'à présent, vous voyez ceci. Demain, vous verrez France Télévisions et France 3 Plus en plus grand, plus large, format 16/9 donc. Et désormais, chaque week-end, jusqu'à la rentrée, ce sera des journaux Grand Sud pour vous donner des idées de sortie plus larges aussi. En attendant, retour au 4/3, je vous retrouve pour ma part début août. Bon mois de juillet et bonne soirée. La météo sur France 3, avec les cafés Le Gall, Le Goût. Bonsoir à tous. Le temps sera plus calme demain. Les résidus nuageux de la veille se dissiperont sans peine en plaine et sur le littoral méditerranéen. Sur le relief de la Lozère et des Pyrénées, le soleil aura davantage de mal à s'imposer. Le vent de nord à nord-ouest